Bonjour à tous, donc Frédéric Petit, donc je suis directeur du business développement chez Siemens Gamesa. Donc aujourd'hui, donc on va vous parler de l'industrialisation de notre éolienne, la 15 MW. Donc voilà, tout ce que vous avez voulu savoir, vous le saurez avec cette présentation. En tous les cas, vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions sur cette machine. Donc comme vous le savez, notre mission, tous à ce salon, c'est de réduire les émissions de CO2 et donc l'éolien aujourd'hui est un très bon contributeur. Malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, on est très loin par rapport aux émissions de CO2 qui sont générées par le charbon. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore progresser énormément en termes de moyens de production et de capacité installée pour vraiment aller vers une lutte active contre le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, on a installé un peu plus de 5000 éoliennes offshore. Donc depuis le début de l'aventure, donc en 1991, en l'occurrence c'était Vindeby au Danemark, 11 éoliennes de 450 kW démantelées depuis. Et donc c'est 540 milliards de kilowattheures qui ont été générés, donc avec associé à ces kilowattheures, on va dire bas carbone, les économies en termes de CO2. En termes de, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais voilà, comme quelques éléments. Donc, dans l'éolien en mer, on est un peu moins de 5000 personnes. C'est un chiffre d'affaires d'à peu près de 5 milliards. Un backlog, donc un portefeuille de commandes un peu robuste, donc avec 24 milliards, donc ce qui permet de voir venir les années devant nous en termes de portefeuille de commandes. Et puis, donc c'est sur l'ensemble de la flotte, un peu plus de 18 gigawatts sur lequel on continue à assurer la maintenance pour la meilleure disponibilité possible des machines. En France, aujourd'hui, on est présent sur 6 parcs éoliens en mer, donc 5 posés et 1 flottant. On a donc une usine de production au Havre, mais on reviendra un petit peu plus dessus. Un centre de R&D aussi basé à Rouen. Et puis différentes bases de maintenance. Donc là, vous avez aussi les chiffres pour l'éolien terrestre. Dans les faits, sur chaque parc offshore, il y a son propre, on va dire, sa propre zone de maintenance sur lequel on a à peu près une trentaine de techniciens et de back-office pour assurer la maintenance des parcs. Donc, ce qui est important dans l'éolien en mer, donc souvent ce qu'on dit, c'est le facteur 1, 10, 100. C'est-à-dire que quand vous avez un problème dans l'usine, ça va vous coûter 1, problème dans le port d'installation 10, et en mer, ça va vous coûter plus de 100. Et donc c'est important d'avoir un niveau de qualité, de fiabilité. Et donc c'est vraiment ce qui nous anime pour l'éolien en mer. Et donc c'est maximiser la performance, mais aussi minimiser les risques. Et puis tout ça pour permettre de réduire et de continuer à faire baisser donc le LCOE, donc le Levelized Cost of Energy. Donc pour maximiser le productible, les machines éoliennes, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y avait plus de capteurs que dans une Formule 1. Donc maintenant, on dit une formule électrique. Mais c'est plus de 400 capteurs. Et donc, ça fait 2 millions de données sur l'ensemble de la flotte. Et donc, c'est plus de 35 terabits qui sont analysés. Et donc, ça veut dire du big data, ça veut dire aussi de l'intelligence artificielle, ça veut dire des modèles numériques sur lesquels on travaille avec des jumeaux numériques pour analyser chaque machine individuelle par rapport à ses petites copines qui sont dans le parc, à ses autres sœurs qui sont ailleurs sur la planète, et puis également par rapport à son jumeau numérique pour prévenir et anticiper tout problème technique sur les machines. Donc c'est également une évolution progressive et contrôlée. Si vous êtes depuis quelques années dans l'éolien en mer, il y a quelques années, en 2014, c'était du 6 MW, c'est passé à 7, c'est passé à 8, 10, upgradé à 11, 14, et puis maintenant qu'on upgrade à 15. Mais c'est vraiment cette logique de petits pas, donc l'évolution et pas la révolution, et à chaque fois avoir une amélioration incrémentale, toujours lié à ce facteur indistant, de manière à ne pas découvrir de problèmes. Et donc, la manière de ne pas découvrir de problèmes, c'est de faire des petites étapes pour y aller progressivement. Et donc, c'est de manière, sur chaque, ici, vous voyez sur chaque évolution, les composants qui ont évolué pour passer d'une étape à l'autre. Donc,
il faut également optimiser le productible. Et donc, quand on parle de levelized cost of energy, donc il y a évidemment les CAPEX, il y a les OPEX, mais voilà, le productible, ça rentre aussi dans l'équation. Et chaque fois qu'on augmente la taille de la machine, et donc qu'on augmente et qu'on a augmenté la surface balayée, donc vous voyez, on est passé de 6 à 7 mégawatts avec la même surface balayée, mais on a gagné 10% de productible. Quand on est passé de 7 à 8, on a augmenté le productible par la puissance et la surface balayée, donc ça on a augmenté de 20%. On est passé à 11 MW et 40%, et donc à 14 MW, c'est 25% de plus par rapport à la génération précédente. Donc c'est on va dire un levier très puissant pour justement permettre de faire baisser le coût de l'énergie offshore. Le but, c'est pas uniquement de faire des pales plus longues, ce serait un petit peu court pour que nos clients les achètent, mais par contre si on leur dit que ça leur permet d'améliorer leur business case, voilà, là il y a une écoute évidemment plus attentive. Donc aujourd'hui, notre machine phare, c'est la 15 MW, donc rotor 236, donc avec des pales de 115 mètres. Donc cette machine, c'est une évolution de la 14 MW. Donc c'est les mêmes pales, on a juste changé quelques éléments, donc quelques inverteurs modules en plus dans la machine. Et c'est une machine qu'aujourd'hui on a vendue ou qu'on a installée ou qu'on a on va dire, en portefeuille de commandes qui représente un volume d'un peu plus de 20 gigawatts. Donc 20 gigawatts, c'est plus que ce que l'on a vendu précédemment avec la 6, la 7, la 8 ou la 10 cumulée. Donc c'est également, on peut dire, un bon début pour cette machine. Et donc ça permet également, en termes d'industrialisation, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les process de production, aussi bien au niveau des pales que des nacelles, que des tours. Donc 15 MW, surface balayée 44 000 m². Voilà, donc, et puis les tours sont en fonction du site. Donc on a également, pour ceux qui nous connaissent, un petit effet éolienne plus, un petit bonus, donc Power Boost. Donc sur une certaine plage de vent, même si la machine fait 15 MW, on peut la faire tourner un petit peu plus vite de manière à la pousser jusqu'à 15,5 MW. Et donc vous voyez ici donc 25% de productible en plus par rapport au modèle précédent de 11 MW du fait de pales plus longues. Donc comme c'est notre best-seller, on a investi quelques centaines de millions d'euros dans nos différentes usines. Et on viendra après sur celle du Havre. Mais aujourd'hui, donc nos usines sont prêtes et produisent ce type de machine. Donc pour les pales, on a 3 usines. Donc un peu l'usine historique au Danemark, Aalborg, Hull en Angleterre, et puis Le Havre. Et puis sur les nacelles, on a 2 usines. Donc on a Cuxhaven en Allemagne, et puis une usine à Taïwan, à Taichung, et Brande, et une usine plutôt dédiée à la R&D pour tester et continuer à travailler sur l'innovation. Donc voilà une petite image de l'usine du Havre, donc dans laquelle on a investi un peu plus de 200 millions d'euros, avec le soutien de l'État, puisqu'on a eu un crédit d'impôt de 25% dans le cadre du C3IV, qui est une règle européenne qui s'est appliquée dans les différents pays des États membres. Donc cette usine, on a lancé les travaux en début d'année dernière, et donc c'est une transformation énorme puisqu'on a changé tous les moules de production. On a également étendu les bâtiments, donc au lieu de faire 500 mètres, il fait 600 mètres de long sur le bâtiment principal. Et on a reformé nos équipes, y compris les gens qui avant assemblaient des nacelles. Donc maintenant, tout le monde produit des pales et tout le monde est resté dans l'usine. Et on a également recasté des pales à partir de l'an dernier, on n'en a pas trop parlé. Et puis on a eu l'atelier de peinture qui est arrivé et qui est opérationnel depuis la fin du mois de mars. Donc on a peint les pales, et donc les 9 premières pales pour un projet au Danemark, donc Thor, ont été expédiées il y a à peu près 2 semaines vers un projet Thor qui est en cours d'installation, qui lui-même aura des pales recyclables. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai mis un petit drapeau franco-danois, voilà, puisqu'on exporte vers le Danemark. Et aussi,
on a tellement reçu aussi de nos collègues danois, hein, puisqu'on a eu beaucoup de transferts de savoir-faire au début de nos collègues. Donc on est très content de pouvoir leur rendre une partie. Donc toutes les pales pour le projet Thor ne viennent pas uniquement du Havre, hein, puisqu'il y a une autre partie qui vont venir et qui viennent d'Alborg. Et puis après, on va poursuivre vers un projet au UK, donc Hornsea 3, hein, donc, où il y aura des pales qui seront produites à Hull, et puis une autre partie au Havre. Et puis après, je crois qu'on ira un petit peu vers la Pologne. Voilà, donc après avoir été une usine 100% française, on va être une usine 100% export le temps que le marché domestique revienne. Donc ce qui est important pour nous aussi, c'est tout ce qui est développement durable. Donc pour ça, on travaille sur les pales recyclables. Hein, donc aujourd'hui, on est capable de proposer, et on a déjà sur des générations précédentes et sur la génération de 115 mètres, produit des pales de 115 mètres. Donc au Havre, on en a fait 30 pales pour le projet de Courseul. Pour le projet de Thor, les pales recyclables sont faites à Aalborg. Hein, mais c'est une technologie qui permet de reséparer la fibre de verre de la résine de manière simple en trempant la pale dans un bain légèrement acide et donc reséparer les deux éléments. C'est quelque chose où seule aujourd'hui l'industrie éolienne est capable de faire. Hein. Pourtant, ces matériaux-là, il y en a un petit peu partout, aussi bien dans le ferroviaire, dans l'automobile, dans les avions. Donc, on a hâte que les autres industries, nous copient. C'est les mêmes caractéristiques techniques. Voilà. Hein, donc Et aujourd'hui, donc, on est capable de recycler à 98,5% les pales. Alors, si vous me dites pourquoi pas 100%, parce qu'il faut savoir recycler le bord d'attaque qui est en polyuréthane, où il faudrait aussi avoir une peinture recyclable. Donc, on y travaille pour qu'à horizon 2030, on puisse avoir des pales 100% et vraiment 100% recyclables. On travaille aussi sur des technologies pour réduire les émissions de CO2, donc sur les tours où il y a beaucoup d'acier. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle des greener towers. Donc on utilise des aciers venant d'aciéries équipées de fours électriques, hein, pour justement limiter les émissions de CO2. Donc aujourd'hui, c'est 0,7 tonnes de CO2 qui sont évitées par tonnes d'acier intégrées dans les tours, et donc ce qui permet de réduire de 63% les émissions de CO2 pour les tours, voilà, qui sont sélectionnés avec ce type d'option. Donc voilà en quelques mots et dans le timing, puisque j'avais 15 minutes. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je serai très heureux d'y répondre. Bonjour. Juste, vous avez dit pour l'emploi sur l'usine du Havre, vous avez donc reconverti toutes les équipes qui étaient déjà sur place. Donc en fait, le nombre d'employés est resté le même? Donc avant l'extension de l'usine, donc on assemblait des nacelles de 7 et 8 MW et on produisait des pales de 75 mètres et 81 mètres. Donc il y avait 1400 personnes en emploi direct et indirect mobilisées. À l'époque aussi, on était en production de pales également avec des équipes travaillant le week-end, un samedi, dimanche. Donc sur l'aspect nacelle, il y avait 90 personnes, 90 CDI, hein, auxquels on a proposé de venir produire des pales. Hein, donc c'était forcément un changement d'activité pour eux. Alors on leur a dit, oui, bon, vos collègues qui ont commencé à produire des pales il y a 2 ans ou 3 ans, ils ne savaient pas en faire avant. Mais c'était aussi un changement significatif puisque au lieu de travailler en 2-8, ils passaient en 3-8. C'était pas non plus la même activité. Hein. Au lieu d'assembler des nacelles, produire des pales, vous voyez bien, au lieu de déposer des fibres de verre, voilà, c'était pas la même chose. Mais sur les 90, alors j'ai dit tous, je me suis trompé. En fin de compte, il y en a 2 qui n'ont pas suivi le mouvement. Au sens, ils ont dit, moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de devenir technicien de maintenance. Donc, ils sont maintenant sur la maintenance de parcs offshore et on est très content parce que ils ont toute leur expertise qu'ils avaient accumulée avant pour assembler des nacelles. Donc, c'est quand même 100% parce qu'ils sont tous restés au sein de la boutique. Mais pour nous, c'était important, voilà, de pouvoir embarquer socialement les salariés qui avaient assemblé des nacelles pour maintenant faire des pales. Et ce qui a été intéressant pour nous aussi, c'est qu'on leur a proposé les différentes activités au sein de la production de pales
Et finalement, ils se sont concentrés majoritairement sur l'aspect poutre en carbone qu'on intègre dans les pales de 115 mètres, qui était une activité nouvelle, en se disant, bah, de toute façon, les collègues qui font des pales depuis 2 ans, pour eux aussi, ce sera nouveau, donc autant qu'on aille sur cette nouvelle activité poutre en carbone. Donc j'espère que ça répond à votre question. Oui, tu nous as parlé un tout petit peu d'activité maintenance. Vous avez une grosse activité de maintenance depuis Le Havre? Alors si la question activité maintenance concerne sur les éoliennes, depuis Le Havre, la réponse est non, il n'y a personne. Par contre, on a un gros bureau maintenance au sein de l'usine pour la maintenance des équipements électriques. Par contre, on a nos équipes de maintenance au plus près des parcs. Donc, pour Fécamp, donc les équipes sont basées à Fécamp, hébergées dans la base d'exploitation du client. Pour Saint-Brieuc, aujourd'hui, donc on n'est pas avec des CTV, donc on est avec un SOV, donc les équipes embarquent depuis le port de Saint-Malo pour 15 jours en mer sur un bateau hôtel et reviennent tous les 15 jours avec des changements d'équipe. Et puis pour Noirmoutier, qui est en production depuis peu, quelques semaines, les équipes sont basées sur l'île Dieu, donc à Port-Joinville. Et évidemment, je n'oublie pas Provence Grand Large pour les éoliennes flottantes, où là, donc, nos équipes sont hébergées à Port-Saint-Louis. Donc là, c'est pour 3 éoliennes pour les activités de maintenance, sachant que le travail de maintenance est surtout le travail de maintenance préventif. Donc on a des cycles de maintenance pour maintenir les éoliennes, et ce qu'on veut éviter, c'est le curatif, parce que là, on va dépendre de l'aléa météo, du vent, de la houle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vient les bichonner très régulièrement pour assurer le meilleur taux de disponibilité possible. Bonjour. Vous avez parlé pour votre modèle phare de la 15 MW d'un pipe commercial d'une vingtaine de gigawatts. C'est pour des éoliennes posées ou c'est aussi possible d'adapter cette machine pour le flottant? Donc aujourd'hui, au niveau du pipeline, c'est un pipeline posé. Donc on n'a pas de projet flottant en cours. Alors sur le flottant, même si on n'est pas à Marseille, on dirait on est à jamais les premiers sur le flottant, puisqu'on a installé notre première éolienne flottante en 2009, iWin, une machine donc, qui est toujours en production. Aujourd'hui, on a 21 éoliennes flottantes, donc à comparer aux un peu plus de 5000 posées. Aujourd'hui, notre discours, c'est de dire on a fait des prototypes, on a fait des fermes pilotes. Donc maintenant, on ne va pas refaire un prototype ou une ferme pilote de plus, on ne va pas apprendre grand-chose. Donc c'est le temps des fermes commerciales. Donc la 15 MW, c'est notre machine en fin de compte pour le poser, mais c'est la même machine pour le flottant. Pour nous, on ne fait pas de distinction. On est prêt maintenant. Il faut qu'il y ait des projets qui voient le jour. Et là, je ne parle pas de la France, mais d'autres pays à l'étranger, on a constaté quand même des projets flottants qui se décalaient dans le temps, qui n'avaient pas l'accès au réseau, qui n'atteignaient pas le closing financier. Donc on reste quand même prudent parce que, je dirais, nous à la fin, il faut que ça se matérialise par des productions dans nos usines, quoi. Voilà, donc on est prêt à répondre, mais on étudie cas par cas. J'ai une question concernant les pales recyclables. Est-ce que l'objectif de Siemens Gamesa, c'est de produire 100% de pales recyclables ou que ça ne représente qu'une partie de la fabrication des pales des usines du Havre? La production, le but, c'est, je dirais, de rendre service ou répondre aux besoins de notre client. Le besoin du client, il va être aussi dicté par ce qui est demandé dans le cahier des charges. Donc, on sent bien qu'il y a une tendance quand même à aller vers le 100% recyclable. Alors après, si la question c'est est-ce que les pales recyclables coûtent le même prix, la réponse est non. Ça coûte forcément un petit peu plus cher, parce que
La résine, c'est une autre résine. D'autres caractéristiques, c'est des volumes aussi plus petits aujourd'hui. Donc le volume a tendance à devenir de plus en plus fort et les demandes plus fortes sur les pales recyclables, ça fera baisser évidemment les coûts. Il y a probablement aussi un petit calcul financier à faire, puisque enfin, si vous recyclez, ça a de la valeur. Donc, il faut le regarder aussi dans l'équation. Donc, même si la pale coûte plus cher, peut-être qu'au global, ça revient au même. Ce qu'on a vu en France, en tous les cas, quand c'est mis dans le cahier des charges, que vous avez des points pour avoir des pales recyclables, c'est plus une option, ça devient en base. Voilà. Donc, ça va dépendre aussi beaucoup de chaque État, de ce qui sera mis et attendu au niveau des cahiers des charges. Parce que, évidemment, s'il n'y a pas d'incitation, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. En tous les cas, nous, on est prêts à pouvoir répondre à tout besoin. Et si c'est 100% de recyclable, on produira 100% des pales recyclables. S'il n'y a plus de questions, vous pourrez venir sur notre espace Business Lounge s'il y avait une question qui vous venait à l'esprit après. Mais en tous les cas, merci pour vos questions. Thank you.